bonjour à tous et on se retrouve donc pour cette seconde partie de notre conférence de l'Observatoire de l'e-santé dans les pays du Sud avec l'intelligence artificielle qui est au cœur de nos réflexions depuis ce matin. Quel rôle pour améliorer l'accès à la santé? On a vu beaucoup d'exemples concrets ce matin de développement de projets en dermatologie, en ophtalmologie. Parmi nos lauréats de cette année, on a déjà vu ce matin beaucoup d'entre eux qui utilisent des algorithmes qui peuvent s'apparenter à de l'IA. On a beaucoup parlé de technique, mais comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il est donc indispensable, lorsque l'on évoque l'IA, de parler également d'éthique et de droits humains. C'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Mais auparavant, je vous propose, et je croise les doigts si tout marche bien, de faire un petit détour par le campus de l'AUF d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Est-ce que, voilà, on va partir pour Abidjan, la Côte d'Ivoire. Est-ce que Abidjan, vous nous recevez, vous nous entendez correctement? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez pu suivre les débats de ce matin et quelles sont un petit peu vos réactions ou vos questions sur l'intelligence artificielle par rapport aux projets qui ont été présentés? Alors, on a pu bien suivre toutes ces conférences qui sont très enrichissantes. D'abord, je me présente, je suis le professeur Fatao. Je suis professeur titulaire à l'UFR des sciences médicales. Et je voulais donc vous remercier pour cette initiative et aussi remercier l'Agence universitaire pour la francophonie qui nous offre donc cette opportunité. Alors, je voulais intervenir surtout par rapport aux réalités qui nous sont propres ici dans les pays sud-sahariens en matière d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Je donne un exemple tout simple dans le domaine de la dermatologie. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est en fait plusieurs intelligences qui sont cumulées pour pouvoir parfaire un diagnostic. Et donc, elle part toujours des images qui sont préalablement obtenues, qui sont dans des bases de données. Alors, la plupart de ces bases de données sont des bases de données occidentales. Je donne, par exemple, une image d'une pathologie dermatologique sur peau noire. Alors, si vous voulez l'appliquer, il faudrait que préalablement, on ait assez de bases de données de ces pathologies sur peau noire et qui puissent être vraiment recensées afin que l'application de cette intelligence artificielle puisse être effective. Voilà, ça c'est un élément qui est fondamental. Et il y a aussi le problème qui a été posé sur la qualité des images. La qualité des images. Donc, je voulais suggérer quelque chose, c'est que dans nos pays sud-sahariens, on est très intéressé par l'intelligence artificielle. Et on aimerait surtout qu'il y ait une aide à l'obtention de bases de données fiables qui sont spécifiques aux réalités des régions sud-sahariennes et qui peuvent être proposées comme appui également aux bases de données qui sont au niveau des plateformes des pays occidentaux. Ça permettra ainsi de pouvoir avoir quelque chose de plus exhaustif et qui donnera un caractère vraiment plus mondial et plus exhaustif. C'est un peu cette petite réflexion que je voulais apporter. Et je vous remercie encore pour cette initiative. Merci beaucoup à Abidjan de participer. On va vous retrouver tout à l'heure pour d'autres questions-réponses. On entend votre suggestion effectivement sur une aide à la constitution de bases de données. Et on a rappelé ce matin combien les bases de données sont précieuses, sont primordiales pour le développement de l'intelligence artificielle. Et on va en parler d'ailleurs dans cette table ronde. On va également parler des droits humains, de l'éthique face à l'intelligence artificielle depuis la conception des algorithmes jusqu'à leur utilisation. Et pour participer à cette réflexion, vont nous rejoindre Anne-Cécile Zoumkanil-Bissek, qui nous fait l'honneur, le plaisir de venir depuis le Cameroun, depuis Yaoundé, pour participer à cette conférence. Vous êtes chef de la division de la recherche opérationnelle en santé. Venez à mes côtés, Madame Bissek, au ministère de la Santé du Cameroun. Madame Fazila Cheikh Aloundine, vous venez d'encore plus loin.
Voilà, on peut les applaudir parce qu'elles ont vraiment fait des voyages de l'autre bout de la planète. Fadzila, vous venez de Malaisie où vous êtes directrice de la santé de l'État de Penang. Merci vraiment infiniment d'avoir fait ce voyage pour être des nôtres aujourd'hui. Mehdi Snen qui va venir nous rejoindre également. Il dirige le département recherche et développement à Liuleider. Je ne sais pas comment on le prononce. Les deux sont bons. D'ailleurs, Mehdi, je vais donner un micro. On peut peut-être expliquer en quelques mots ce qu'est LIDER ou LIDER. AIDER fut créé juste avant la pandémie par l'actuel sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la technologie, ambassadeur Amandip Gill. C'est une institution à but non lucratif et a l'ambition de devenir une organisation internationale et c'est spécialisé dans la recherche et la promotion de la recherche en digital health et l'intelligence artificielle en médecine. Voilà, donc à l'initiative de l'ONU. Et puis enfin, Alain Labrique, vous venez nous rejoindre, Monsieur Labrique, directeur du département Santé digitale et innovation à l'Organisation mondiale de la santé. Merci également d'être présent avec nous autour de cette table. Anne-Cécile Bissek, je me tourne vers vous peut-être en premier, puisque le Cameroun s'est doté d'une commission d'éthique. Il a voté assez récemment, ces derniers mois, une loi éthique. Alors la loi elle a été accélérée par la pandémie sur le Covid et beaucoup de questions que les patients ont posées à ce moment-là de la pandémie. Et vous avez tenu vraiment à accentuer sur le consentement patient à travers cette loi. Pourquoi ? Effectivement, nous avons... d'abord, merci pour l'invitation et merci de sensibiliser les gouvernements à cette problématique en nous invitant parce que nous allons faire un feedback de ce que nous avons entendu. Effectivement, le Cameroun s'est doté en 2022 d'une loi sur la recherche concernant la personne humaine. Et effectivement, nous avons beaucoup insisté avec tout ce qui s'est passé en matière de recherche et particulièrement chez nous avec la problématique des médicaments traditionnels améliorés. Il fallait protéger le participant à la recherche. Bien sûr, si je dois faire le lien avec ce que nous avons entendu aujourd'hui, je me dis qu'on aurait pu l'étayer davantage parce qu'on a considéré la personne, mais on n'a pas considéré à sa juste mesure les données que cette personne-là peut représenter. Et effectivement, la gestion des données, nous sommes intéressés au partage des données, mais avec tout ce que nous entendons là, il y a encore beaucoup à faire derrière. Vous dites que dans cette loi, vous avez finalement peu abordé les questions d'intelligence artificielle et de données face à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Je crois que ce n'était pas encore tellement d'actualité. Je crois qu'avec Covid, quelqu'un l'a dit ce matin, dans nos pays, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et effectivement, pour une loi qui avait été étudiée bien avant et qui est un peu passée dans l'urgence, on aurait pu, je ne vais pas dire que c'est une occasion manquée, mais il y a nécessité de vraiment de s'appesantir sur tout ce que tous les problèmes éthiques finalement que l'intelligence artificielle soulève. Ouais, et on va le dire, parce que les choses sont valables au nord comme au sud, il n'y a pas de différence là-dessus. La science avance extrêmement vite, l'intelligence artificielle avance extrêmement vite, et ce n'est pas si simple pour le législateur derrière de suivre et de faire des textes de loi au même rythme, c'est bien cela ? Oui, en effet, je pense, après ce que j'ai écouté aujourd'hui, que bien sûr, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, pourquoi ? Si on dit que l'intelligence artificielle est là pour compenser, parce que
pour beaucoup, les projets étaient pour compenser un gap en ressources humaines. Je me demande, pour nous les Africains, si on installe un tel programme dans ce but-là, est-ce que nous devons renoncer à rattraper les gaps en ressources humaines? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question, c'est que qu'est-ce qu'on fait de la relation interpersonnelle qui est entre le professionnel de santé et finalement la personne qu'il traite? Parce que j'ai entendu un son de cloche, mais je ne crois pas. Je crois que les gaps en ressources humaines se révèlent à travers le fait qu'on n'a pas le temps, de s'occuper du patient, aussi bien ici que chez nous. Et je ne pense pas que l'intelligence artificielle vienne remplacer ce rapport je m'excuse de ramer un peu à contre-courant, mais je ne suis pas sûre de ça. Et à travers cette interaction, il y a cette question de prendre le consentement éclairé. C'est pas aussi facile qu'on croit. C'est pas aussi facile qu'on croit. Et quand j'ai un doute sur la relation interpersonnelle soignant-soigné, j'ai des doutes sur cette facilité à prendre le consentement qui est une priorité. Madame Bissag-Gonon, vous ramez pas contre-courant, au contraire, on est un espace d'échange, de discussion, et heureusement qu'il y a cet espace d'échange et de discussion ici. Fazila Cheikh Alauddin, l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore utilisée à grande échelle en Malaisie, mais là aussi, il y a beaucoup de projets qui existent et qui se mettent en place petit à petit, beaucoup de collecte de données. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples, par exemple ? Oui, merci. L'intelligence artificielle n'est pas largement utilisée. Elle est utilisée dans les hôpitaux aussi bien publics que privés néanmoins. Mais je crois que c'est depuis 2016 que l'on a beaucoup de demandes en matière de données. Des entreprises internationales, notamment, nous demandent des données. Mais à ce stade, en 2016, on n'était pas prêt à partager. Il n'y avait pas encore de réglementation qui encadrait le partage des données avec des entités internationales. Mais cela nous a aussi montré l'importance de la donnée, l'importance de l'IA. Et donc, on a commencé à créer une bibliothèque au niveau du NIH, un pour le son, l'autre pour l'image et l'autre pour les données structurées. Pour le son, on a commencé par enregistrer des toux, notamment dans le cadre de la pandémie du Covid. Puis, on a lancé une appli de pré-dépistage qui se trouve sur tous les App Store, qui, sur la base de l'enregistrement de la toux, permettait de décrypter si c'était un Covid ou non. Évidemment, les toux étaient enregistrés auprès des patients avec le consentement de ces derniers. Et puis, on a une banque de données de Cambridge et une base de données indienne. Donc, tout ça, ça a été mis en ligne. Et aujourd'hui, on a aussi une bibliothèque d'images, là encore, sur la rétinopathie diabétique. C'est une bibliothèque qui est mature. On a plus de 15 000 images. Peut-être un petit peu moins, entre 15 000 et 20 000. Et donc là, c'est une bibliothèque qui va pouvoir être mise en ligne. On va d'abord le tester dans des structures de soins de première ligne et puis ensuite dans des cliniques. Donc, on a beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de cela. Évidemment, les données, il faut aussi faire un nettoyage avant de les mettre à disposition. On a aussi des images pour la tuberculose, le cancer du poumon et aussi d'autres lésions, notamment aussi des lésions cutanées, la lèpre et aussi d'autres lésions cutanées. Donc là aussi, on a commencé à recueillir toute une banque de données. On a aussi pour les cancers de la sphère orobuccale et on a des tests sur le terrain de cette bibliothèque de données pour vérifier que les données fonctionnent. Et là, dans ce cas-là, c'est des données qui sont recueillies au moyen d'un téléphone portable. Donc, c'est le genre de données qu'on est en train de recueillir.
Ça, on voit effectivement que les projets... On voit que les projets se multiplient dans de nombreux champs d'application chez vous, que pour développer chaque projet, il nous faut de la data, et essentiellement de la data locale. Alors il y a plein de questions éthiques qui se posent. Parmi l'une des premières questions quasiment éthiques qui m'avait surpris lorsque nous avions préparé cette table ronde, vous me dites que vous avez beaucoup de sociétés, notamment des sociétés américaines, qui viennent vous demander l'accès à ces données. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors on a des entreprises américaines, mais pas que. On a aussi des entreprises chinoises. Mais comme je vous l'ai dit, au moment de ces requêtes, on n'avait pas encore le cadre nous permettant de partager ces données. Et puis, on n'avait pas l'assurance de savoir ce qu'ils allaient en faire. C'était pas clair. Raison pour laquelle, après la crise du Covid, on a décidé de se tourner vers un concept de partage ouvert avec cette notion de bibliothèque. Donc, ce sont des données locales, mais qui peuvent être utilisées par n'importe quel développeur pour ensuite développer des outils s'appuyant sur l'IA. Donc, ce sont des données qui sont ouvertes. Il faut savoir que la Malaisie est multiculturelle, il y a plusieurs ethnies. Donc, il y a une grande diversité et on a en ce sens une notion de plus d'inclusivité peut-être et dans ces données. Ceci étant, nous n'avons pas encore de réglementation précise sur l'IA en Malaisie. Le ministre des Sciences et de la Technologie actuellement en parle. Ça serait à l'ordre du jour sous 2 ans d'avoir une réglementation, une loi qui ferait en sorte que ces technologies appuyées sur l'IA ou que les technologies générées par l'IA soient mieux encadrées, que les choses soient encadrées avant que le public puisse les utiliser. Donc, ce sont les avancées qu'on anticipe. Et puis, en matière de recherche, ou quand il y a des demandes de données, ces demandes doivent être revues par le comité de déontologie de la recherche. Donc, le comité de la déontologie se penche sur les données, mais aussi sur l'autonomie humaine. Extrêmement précieux, ce que vous nous dites là. Effectivement, la data intéresse. Elle intéresse beaucoup de sociétés, qu'elles soient américaines, chinoises, mais aussi européennes. Il faut dire les choses. Et si on n'a pas un cadre légal déterminé, il y a déjà des problèmes éthiques qui se posent. Autre élément que vous constatez en Malaisie, mais c'est le cas dans de nombreux autres pays, vous êtes interrogé, pour vous qui êtes responsable de santé publique, par le fait que l'intelligence artificielle semble d'abord se développer beaucoup plus vite dans les établissements de soins privés plutôt que dans le public. Et ça, c'est une véritable interrogation pour vous. Oui, c'est vrai que dans le secteur privé, il y a peut-être une utilisation plus importante, mais aussi toujours peut-être parce qu'il n'y a pas le cadre réglementaire, donc c'est plus facile. Mais c'est toujours, vous savez, dans le secteur public que l'on a plus de contraintes, que l'on a aussi plus de défis quant à la mise en œuvre et à la mise à l'échelle. Donc, ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une question d'acceptation, de savoir qui va payer. C'est vraiment aussi une grande question, savoir qui est le payeur. Et encore une fois, la question de la réglementation, elle est centrale. Savoir si le dispositif, du coup, devient un dispositif médical et à ce titre doit faire l'objet d'une autorisation. Donc, c'est le genre de débat qui agite le monde du public. Après, je ne suis pas sûre que ça soit si facile pour le privé non plus. Autre question éthique, qui peut être aussi surprenante, c'est que l'Europe est en train de préparer une régulation autour de l'intelligence artificielle et notamment du partage de data. Vous dites, finalement, on va attendre de voir ce que font les Européens et pourquoi ne pas aller se caler sur les standards européens. On a vu ce qu'a fait l'Europe avec la RGPD. Après tout, si elle fait de bons règlements sur les data, on pourrait nous aussi fortement s'en inspirer en Malaisie. On regarde en effet ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est vrai que l'Union européenne est connue pour les normes très élevées en matière de réglementation, notamment le RGPD. Mais on a aussi d'autres pays qui se dotent d'une législation et d'une réglementation, par exemple l'Inde ou les États-Unis.
La bonne chose, c'est qu'on ne va pas avoir à commencer de zéro. On va pouvoir tirer parti de ce qui a été fait par ailleurs, comme fondation, si vous voulez, et ensuite on adaptera à nos besoins, à notre propre cadre réglementaire. Comme ça, on n'a pas à réinventer la roue, et c'est la raison pour laquelle on s'inspire de l'étranger. Ne pas réinventer la roue. Mais Disney, toujours difficile de généraliser, parce qu'il y a de vraies différences entre le nord, le sud, le sud, le sud, le nord, le nord. Mais comment est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez des pays du Sud qui disent, après tout, on va voir les règles européennes qui vont apparaître, et pourquoi ne pas, franchement, fortement s'en inspirer? Pourquoi pas? Si elles sont des règles en faveur des pays du Sud, pourquoi pas? Je vais revenir, mes chers collègues en parlaient un peu du Covid et du trauma du data Covid. Ce qui s'est passé durant le Covid, c'est qu'on a largement encouragé le data sharing. Et après, on a vu que dans les pays du Sud, on a dû faire attendre notre tour pour avoir le vaccin. Et donc, le outcome sharing n'était pas là. Prendre les données, c'était très bien, mais donner les résultats de données n'était pas bien, donc des pays du Nord. Et donc, il y a eu un vrai trauma dans les pays du Sud, et on voit de plus en plus dans les pays africains avec lesquels je travaille, on voit beaucoup de méfiance et une volonté d'écrire leurs propres règles pour ne pas défavoriser leurs recherches, pour ne pas défavoriser l'utilisation de l'IA sur le terrain. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, la voix du Sud devra compter, on doit faire entendre notre voix, mais elle est déjà présente. Et je pense que ce qui est valable pour le Grand Nord, ce qui est valable aujourd'hui pour l'Europe, n'est pas valable pour les États-Unis. On a vu la controverse avec le AI Act européen qui ne convenait pas au développement économique au niveau de l'Europe. J'en doute fort que ce genre de réglementation très stricte, très antilibérale, quelque part, favoriserait l'émergence d'un écosystème IA favorable au développement des nouvelles solutions adaptées à l'Afrique. Que je comprenne bien votre pensée, vous incitez du coup les pays du Sud à avoir leur propre voie de réflexion, leur propre page blanche, et se construire quelque part leurs propres règles? De ce que j'ai pu voir, l'IA, ou la réglementation de l'IA est fortement sollicitée aujourd'hui par les grands leaders de l'IA dans le monde. Donc Microsoft, X ou ex-Twitter et Tesla, OpenAI, Google, c'est eux qui poussent vers la réglementation, mais ils avaient le champ libre pour développer leur propre prototypage, leurs propres produits. Il faut savoir que OpenAI a été développé par une sorte de piraterie sur toutes les données qui sont accessibles sur Internet aujourd'hui gratuitement. Il n'y a pas de copyright sur les images ou les photos d'œuvres d'art qui sont disponibles sur Internet, sur lesquelles tous ces générateurs d'images ont pu se développer librement, sans copyright, sans rien du tout, et qui ne sont même pas référencés par la suite. Aujourd'hui, ils poussent à la réglementation. Je suis assez suspicieux, honnêtement, et je me demande si cette réglementation vers laquelle on veut pousser les gouvernements, y compris les gouvernements du Sud, ne serait pas un obstacle pour le développement des unicornes ou des pépites en IA en Afrique. Alain Labrique, j'aimerais bien avoir votre sentiment effectivement sur cette question qui est importante. La question, on a vu, la data vaut de l'or aujourd'hui en termes de recherche. On a des pays qui disent nous, on n'a pas vraiment de loi, soit parce que la science va très vite et on ne peut pas aller à cette vitesse-là, nous, quand on fait des lois dans notre pays, ou soit parce que c'est juste balbutiant chez nous. En revanche, on voit qu'on a des demandes qui viennent d'un petit peu partout pour récupérer notre data. Ils doivent partir faire des lois rapidement, pas rapidement, copier un petit peu les règlements européens qui vont se faire. Quel est votre sentiment? Je vais m'en tenir à l'anglais pour que tout le monde suive. Mais je pense qu'il y a vraiment une question de responsabilité. Il faut protéger la santé et il faut aussi protéger les populations de l'exploitation et s'assurer que les gens ont accès aux soins quand ils en ont besoin par des soins de santé qui sont fournis aussi bien par le public que par le privé, puisque ce sont les gouvernements qui aussi mettent en œuvre les normes, les bonnes pratiques. Et je pense qu'ils sont là aussi pour s'assurer qu'il y a de la qualité, qu'il y a une bonne couverture et qu'il y a une égalité d'accès aux soins. C'est le mandat des gouvernements élus selon l'état de droit. Et c'est le mandat qui leur est donné par le processus électoral. Donc, que l'on parle de médecine clinique, que l'on pense à la pratique de la santé ou l'intelligence artificielle appliquée à la santé, les mêmes mandats gouvernementaux s'appliquent. L'Organisation mondiale de la santé
il y a quelques semaines, a lancé un nouveau guide réglementaire à l'intention de ses 500 membres. Nous servons 194 pays dans le monde qui nous ont demandé justement quels pouvaient être ces blocs de construction, ces pièces de base sur lesquelles les réglementations pourraient s'appuyer. Et donc, l'OMS a érigé et dicté 6 principes qui peuvent servir d'orientation pour une législation. Vous pourriez nous citer, nous en dire plus justement sur ces 6 points de guidance que vous avez édités? Tout d'abord, la documentation et la transparence. Donc, si on a un système reposant sur l'IA, il faut que les processus soient aussi transparents que possible, dûment documentés, de sorte que l'organe réglementaire national comprenne qu'est-ce qu'on va faire des résultats, qu'est-ce qui va être dérivé de ces données. Deuxième principe, avoir des plans de gestion du risque. Donc, pour toute personne qui est en charge du développement d'un outil reposant sur l'IA, ces personnes-là doivent aussi être tenues responsables de la gestion des risques qui peuvent en découler. Et j'y reviens dans un instant, quand il s'agirait justement de cette approche orientée sur le risque. Après, il y a la notion d'usage prévu. Quel est l'usage prévu? Et il doit y avoir une validation. D'ailleurs, un certain nombre des conférenciers ce matin, ainsi que les 2 collègues ici l'ont souligné, il doit y avoir un processus. Tout outil, qu'il soit ou non reposant sur l'IA, doit être évalué en termes d'efficacité. Après, la qualité des données est centrale. C'est le 4e principe directeur. Quelle est la qualité des données qui sont produites par ces systèmes? Quel est le taux d'erreur, etc. Et puis, il y a aussi des choses relativement fondamentales, à savoir la protection de la vie privée. Où sont stockées les données? Qui a accès à ces données? Est-ce que ces données sont ensuite partagées à des filiales ou à des maisons mères qui sont en dehors du pays, avec ou sans autorisation de la part du patient et de l'organe réglementaire? Et le 6e point, c'est la collaboration et l'engagement. Donc les facteurs de la réussite à ce niveau, on en a entendu parler ce matin de la collègue de Google. De manière générale, les entreprises sont globalement prêtes à travailler avec le gouvernement, les agences réglementaires, afin de comprendre quelles sont les règles qui vont gérer ce jeu de l'engagement. Comment on peut développer un produit qui peut être utilisable dans le produit en fonction de l'état de droit, dans les limites de la réglementation nationale. Donc, en synthèse, je pense qu'à ce stade, il y a surtout de la bonne volonté, de la collaboration entre le public et le privé, et j'espère que ça va continuer. Mais la réponse courte à votre question, c'est que le gouvernement a un rôle, a une responsabilité et un mandat de protéger ses citoyens de l'exploitation et des abus. Je rebondis justement sur ce que vous me dites. Les gouvernements ont le rôle, le devoir de protéger les citoyens et les datas derrière. J'entends les points de méthodologie, de guidance que vous mettez en place à disposition des gouvernements, nord comme sud, qui sont en train de légiférer sur l'IA. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de poser la question, quand vous dites que les gouvernements ont le devoir et même le pouvoir quelque part de le faire, est-ce si vrai que ça, sachant qu'aujourd'hui les grands donneurs d'ordre, et vous les avez cités tout à l'heure, sont du Nord et particulièrement américains, là où on a vu ce matin avec Google, on a une excellence en termes de chercheurs, les clouds, les outils sont développés dans le Nord, la formation extrêmement développée dans le Nord. Est-ce que les gouvernements peuvent vraiment y faire quelque chose, et est-ce qu'on n'est pas, avec l'intelligence artificielle, en train de creuser un nouveau fossé, un nouveau gap entre le Sud et le Nord? Et je vous poserai bien sûr, mesdames, la question dans la foulée, mais Alain Abric tout d'abord. C'est une excellente question. Et pour commencer, il faut bien garder à l'esprit, je fais une incise vers un commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur l'importance des nuances. Quand on parle d'IA, ce n'est pas quelque chose de monolithique. Ce n'est pas un espèce de gros pavé qui s'appellerait l'IA. Et comme le disait d'ailleurs le collègue ce matin, on parle d'éléphants, de girafes, d'hippopotames. Et si on traite une girafe comme un hippopotame, on va avoir un souci, parce que l'une des créatures est plus dangereuse que l'autre. Vous savez,
Depuis des années, l'apprentissage machine existe. On a des logiciels qui reposent sur l'IA et ces logiciels répondent à des problèmes sérieux qui existent dans le sud global, mais aussi au nord, parce qu'il manque de main-d'œuvre. On a du mal notamment à recruter du personnel de laboratoire qualifié. On a des temps d'attente avant d'obtenir des résultats de laboratoire qui s'allongent, et ça a été mentionné ce matin. Et par conséquent, l'IA peut aider à ce niveau. Donc, il y a une différence entre une IA qui apprend, qui est dynamique, qui s'adapte, versus une IA qui est fixe, statique, qui n'a été entraînée que sur un jeu de données fixe, qui a été entraînée à faire une seule tâche, très très bien. Alors on parle ici aussi bien de la radiologie à des visées diagnostiques, que ce soit pour la tuberculose, que ce soit pour le cancer du sein, que ce soit l'élaboration d'antibiogrammes ou de résistance à d'éventuels antibiotiques. Vous savez, l'IA, elle est entraînée. La performance d'une IA donnée correspond à un certain nombre à un instant T. À ce moment-là, c'est un IA qui est presque un dispositif médical. Et cette IA est différente d'une IA qui s'améliore et qu'on continue d'entraîner. Et par conséquent, la charge qui repose sur le gouvernement est différente. On peut avoir une législation pour les girafes, on peut avoir une législation pour les hippopotames. Les deux sont de l'IA, mais ce n'est pas la même. Fazila Cheikh-Aloudine, j'ai envie de vous poser tout de même la même question. Et Mehdi Snen l'a rappelé avec beaucoup d'acuité. L'intelligence artificielle permet d'accélérer aujourd'hui les phénomènes. On a parlé ce matin de cet antibiotique, et ce ne sera pas le seul découvert par l'intelligence artificielle. Elle a contribué à créer des vaccins du Covid très très rapidement en améliorant les puissances de calcul, en faisant des vaccins, mais qui ont d'abord servi le Nord avant d'aller servir le Sud. Est-ce que votre sentiment est que cette intelligence artificielle n'est pas en train de creuser le fossé de manière encore plus importante entre Nord et Sud? À vrai dire, vous savez, le Covid a montré qu'il y a un fossé. Le fossé, il est déjà là, non seulement entre le Nord et le Sud, mais aussi à l'intérieur des pays, entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc les fossés sont déjà là. Mais des agences comme l'OMS ou d'autres organes internationaux sont d'autant plus importants pour aider les pays en leur fournissant ces fameux blocs de construction, en les aidant à élaborer la législation, la réglementation. Néanmoins, les gouvernements ont un rôle fondamental de gouvernance, d'intendance aussi. Ce sont les gardiens de la loi et de la sécurité du peuple. Et donc, la notion de sécurité, aussi de qualité des données sont fondamentales. Donc, je suis d'accord avec vous. Les gouvernements ont un rôle majeur et sont responsables de la réalisation de législation. Alain Labrique, rapidement, Anne-Cécile Bissec pour s'exprimer. Oui, et je voulais d'ailleurs rebondir sur, en effet, ce chiasme qui existe, ces fossés qui existent déjà, qui n'ont fait qu'être exacerbés par le Covid. Mais aussi, il y a les systèmes traditionnels qui retiennent certains des pays du Nord et qui les empêchent d'accéder justement à des innovations. Aujourd'hui, quelqu'un a dit ce matin qu'il y a des disparités dans l'autre sens, où certaines choses sont développées dans des pays du Sud, en Inde, en Malaisie, en Tunisie, donc des choses qui sont disponibles au Sud et qui ne sont pas faites au Nord, donc des gens qui bénéficient de systèmes finalement plus avancés au Sud et non au Nord, parce que les infrastructures ne sont pas disponibles dans cette partie du monde où traditionnellement on était à l'avant-poste. Donc ça renverse les choses. Oui, et je suis d'accord avec ce que disait M. Labrique. C'est vrai que les pays à haut revenu sont souvent quand même relativement alourdis par la législation. Ces pays plus matures de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'au Vietnam, au Laos, pendant la crise du Covid, ils ont été très en avance parce que rien ne les retenait, rien ne les liait autant que les autres pays du Nord. Anne-Cécile Bissec, rapidement aussi sur cette question, est-ce que dans vos gouvernements, il n'y a pas la crainte quand même, lorsque l'on voit que tous les outils, notamment d'intelligence artificielle, sont majoritairement développés dans le Nord, la crainte d'un fossé qui se creuse?
Oui, certainement, il y a un fossé, que ce soit en termes de qui est capable de manipuler, qui est capable de comprendre même comment ces outils sont développés, même si les pays du Nord venaient les associer. Est-ce que nous avons forcément des gens qui ont les compétences pour comprendre? Mais je pense que les gouvernements au Sud ont des priorités. Ils ont des priorités. Nous sommes tous en train de courir vers la couverture santé universelle. On sait par quel bout on doit commencer. Et je pense qu'il faut qu'on commence par là pour voir en quoi cette intelligence artificielle peut réellement nous apporter quelque chose par rapport à nos priorités. Si le VIH est une priorité, comment est-ce qu'on fait pour qu'on délègue des tâches jusqu'au centre de santé le plus éloigné, etc., etc. Donc, je pense que si on prend cette voie-là, on ne va pas se laisser emporter dans un tourbillon d'intelligence universelle sur tout et sur rien. Médicinen, on parle de Sud, mais il n'y a pas un Sud, il y a des Suds. Et en matière d'intelligence artificielle, là aussi, on peut voir, rien que sur le continent africain par exemple, des disparités assez importantes qui commencent à apparaître. Ça vient juste d'être cité des Suds. Chaque pays a sa propre réalité et le Sud est complètement différent du Nord. On n'a pas encore une cohésion Sud-Sud qui existe telle qu'on peut avoir dans le Nord. Et on est dans chacun a sa priorité, chacun ses besoins. On a des pays qui investissent dans le Sud aussi énormément dans l'intelligence artificielle. On peut peut-être les citer et justement voir peut-être les disparités qui apparaissent. Bien sûr, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a le Kenya, il y a l'Égypte, il y a l'Inde. Il y a beaucoup de pays qui investissent énormément dans l'intelligence artificielle et misent sur l'intelligence artificielle pour l'Universal Health Coverage, pour faire de l'evidence-based medicine, pour accélérer, améliorer l'accès aux soins, primary healthcare au moins, et pour accélérer la phase de diagnostic et pour vraiment combler le retard qu'on a enregistré pour les objectifs 2030. Et donc, mais le problème, c'est que maintenant, si on regarde le Sud comme un ensemble, il y a un gros problème. Le Sud n'est pas un grand... Le Sud, c'est un ensemble de pays différents, avec différentes caractéristiques et différentes priorités. Et on ne peut pas leur parler d'une voix unique et unifiée en disant voici, l'IA va résoudre vos problèmes. Ce n'est pas vrai. Certains pays, certes, ont trouvé le chemin, d'autres cherchent le chemin, et l'IA ne peut pas être une solution universelle à tous les pays du Sud. D'autant que certaines utilisations d'IA dans le Sud vont avoir des buts relativement différents de ceux qu'on va pouvoir trouver en Europe ou aux États-Unis. On a parlé beaucoup ce matin de médecine individualisée, on l'a vu dans le propos introductif, le bon médicament, la bonne personne en tenant compte de ses gènes, de son environnement, etc. Vous dites dans ce que vous constatez aujourd'hui, ce n'est pas forcément la priorité aujourd'hui dans les pays du Sud, mais l'IA peut servir à d'autres choses, et pourquoi pas en santé publique. C'est exactement ça. On est aux soins primary healthcare, je pense, au niveau du Sud. Pensez comment l'IA peut optimiser l'accès aux soins, améliorer la rapidité du diagnostic et l'intervention, la planification des ressources, des soins. Et ça, c'est des public health, plutôt que ce qu'on voit en Europe où l'IA est largement utilisée en immunothérapie, en soins precise medicine pour le traitement du cancer. Donc on est sur des priorités complètement différentes et je pense qu'à chaque terrain sa réalité. Il faut qu'on s'adapte, nous, à voir en tant que chercheurs, malgré que je suis du Sud, aujourd'hui je suis opérationnel au Nord, qu'on adapte notre modèle de pensée, notre modèle de réflexion et nos recherches à la priorité et qu'on n'aille pas juste au Sud pour puiser, c'est ce qu'on faisait encore jusqu'à très peu, puiser les données pour nos propres recherches, pour la recherche sur l'immunothérapie, au lieu de voir la réalité du terrain et adapter nos réflexions sur ça. Ça, c'est passionnant ce que vous êtes en train de nous dire, ne pas aller au Sud uniquement pour puiser des données et ne pas non plus vouloir faire un copier-coller,
de ce qui peut se faire dans tel pays, dans tel autre pays. Vous menez, vous, avec IDER, des projets qui sont extrêmement concrets sur les continents du Sud, sur les pays du Sud majoritairement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de projets que vous menez ? On travaille actuellement avec l'African Population Health Research Center qui est basé au Kenya sur des études prédictives sur l'évolution de la population au niveau du diabète post-Covid, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le diabète, il y a une certaine corrélation, et donc on essaye de la mise en place des outils à base d'intelligence artificielle qui exploitent les données actuelles pour pouvoir aider à planifier evidence-based policy. L'allocation des ressources en estimant quelle est la part de la population qui risque de développer ce diabète à l'aide d'outils IA, par exemple. Ouais, je m'arrête sur ce que vous dites qui est vraiment important et assez représentatif de ce qu'on est en train de dire. Là où on ferait de l'IA, j'ai envie de dire dans le Nord, pour le patient diabétique et trouver précisément pour chaque patient le bon traitement, la manière de le gérer, de le suivre. Vous développez l'IA pour planifier, si j'ai bien compris, le nombre de malades potentiels et leur localisation dans les prochaines années. Effectivement, on essaye de donner plus de clarité dans les données qu'on a aujourd'hui pour permettre de mettre en place des politiques de santé publique qui sont plus efficaces, plus ciblées et qui peuvent être anticipatives. Donc, avant que le problème n'apparaît ou pendant l'apparition du problème, les ressources sont déjà allouées sur place pour répondre à ce problème. Ouais, d'autres exemples que vous avez comme ça ? On a travaillé avec plusieurs autres pays au niveau par exemple, de la collecte de Patient Reported Outcome Monitoring, qui est le retour du patient et comment intégrer ce flux de retour de patient au sein du circuit patient classique dans des hôpitaux. Et ça, on le fait actuellement en Inde pour le traitement de cancer, pour prévenir et en fait, c'est pas pour l'immunothérapie, absolument pas, mais c'est pour pouvoir prévenir les effets secondaires dans la population, mais aussi détecter les nouvelles tendances dans le traitement de cancer et la réponse au traitement de cancer qui sont appliquées en Inde. Ouais. L'une de vos branches aussi d'action, c'est la formation autour de l'IA, formation, sensibilisation des personnels de santé. Là aussi, quel type d'action est-ce que vous menez ? On vient récemment de clore une formation au Chili pour le personnel du ministère de Santé publique au Chili, mais aussi en Amérique latine. On a eu 200 participants pour les sensibiliser à l'IA et au digital health, mais on continue à avoir des opérations en partenariat avec plusieurs ministères dans le Grand Sud pour lancer des formations ponctuelles, intensives, mais qui, j'espère, porteront leurs fruits. Ouais, l'idée d'une gouvernance commune de l'IA et pourquoi pas une gouvernance commune propre aux besoins des pays du Sud. Ça a été un appel lancé aux Nations Unies, ça a été lancé dans les plus grandes organisations multilatérales, mettre les guardrails, une certaine forme de gouvernance commune. Je pense que c'est très important que tout le monde se mette autour de la table. C'est un problème aussi aigu que le problème des armes nucléaires. C'est parce que ça représente un risque à l'humanité. On va pas se cacher de ça. Mais il y a beaucoup de bénéfices aujourd'hui qui sont apportés par l'IA. Mais on doit se mettre dehors de la table tous ensemble. Et ça doit être une résolution de gouvernance quelque part dynamique qui s'adapte à chaque pays et aux besoins de chaque pays. Alain Labrique, j'aimerais bien vous faire réagir sur ce qui vient d'être dit. D'abord, les applications de l'IA, il ne faut pas vouloir faire des copier-coller d'un pays à l'autre. Les applications de l'IA peuvent être différentes et c'est vrai que l'application en termes de santé publique, c'est un autre chemin à creuser. Et est-ce que demain, des pays du Sud, par exemple, peuvent avoir leur propre gouvernance, leur propre éthique qui soit différente de la nôtre ? Que ces gouvernances soient nécessaires, ça ne sera peut-être pas nécessaire, parce que comme on l'a dit, il y a des blocs de construction fondamentaux qu'on va partager, parce que nous sommes tous humains, et à ce titre, nous partageons les mêmes préoccupations. Néanmoins, ce qui est important dans ce que disait Mehdi, c'est l'importance de la formation, du renforcement des capacités. Chez IDER, on s'est beaucoup occupé de cela au niveau de l'OMS. Au niveau de l'OMS, on a un programme de formation à l'IA avec plus de 16 000 personnes qui se sont formées justement à l'IA. On a aussi planifié des cours, on a également réalisé des cours pour la planification des systèmes de santé. Donc, c'est ça qui signifie renforcer les capacités locales, les former. Et quand on parle d'hétérogénéité du Sud et des Suds, il faut reconnaître qu'il y a des pays
en Afrique, des pays en Asie, des pays en Amérique latine qui sont très avancés lorsqu'il s'agit de développer, d'élaborer des technologies, de développer du matériel, des logiciels, un environnement réglementaire et toutes sortes, même des approches de bac à sable pour ces différents systèmes. Et le Rwanda est un pays sur lequel tous les regards sont fixés. J'ai rencontré le ministère des Nouvelles Technologies au Rwanda il y a quelques jours et l'un des ministres l'un des ministres du Nord demandait quelle est votre justification? Pourquoi utilisez-vous le digital au Rwanda? Et la personne du Rwanda a eu l'air surprise et a dit mais quelle drôle de question. Sur les 10 dernières années, le digital est partout au Rwanda. Donc la question qu'on se pose, c'est pas pourquoi être digital, mais c'est plutôt pourquoi ne pas être digital. Donc vous savez, parmi les défis auxquels nous sommes confrontés, il faut reconnaître la diversité, il faut reconnaître l'aspect hétérogène et les collaborations sud-sud qui émergent. On a beaucoup de partenariats entre les gouvernements. Vous avez parlé de l'Inde, par exemple, Mehdi. L'Inde a apporté un appui technique ou apporte un appui technique à des pays du Sud. L'Afrique du Sud soutient des pays de sa région. L'Afrique de l'Est aide l'Afrique de l'Ouest. Il y a un dialogue qui est foisonnant dans le Sud. Et je pense qu'on est en train d'atteindre un point d'inflexion. Il y a une dynamique. Ça peut sembler un peu brouillon, mais je vous assure qu'on voit une lumière au bout du tunnel. Ouais. Et justement, pour voir cette lumière au bout du tunnel, pour vous qui avez une vision mondiale des choses, en ce moment, je dis depuis plusieurs mois, depuis 7-8 mois, peut-être parce que l'IA apparaît dans la vie quasiment de tout le monde, mais de manière encore plus forte, qu'il y a beaucoup de crispation sur l'emploi aussi. Ce sont des emplois, des jobs qui sont menacés avec l'IA. On sent dans le Nord quand même beaucoup de crispation, beaucoup de craintes. Il y a comment la Commission européenne qui veut réguler encore plus fortement l'IA. Beaucoup de médecins, c'est dans le médical, on est sur des débats qui sont complètement passionnés entre les très pro-IA et puis je disais ce matin, les anti-IA qui jamais de leur vie ne toucheront l'IA. Est-ce que pour vous qui avez une vision mondiale des choses et qui parcourez la planète, vous voyez une véritable différence peut-être entre un Nord quand même un peu crispé et un Sud pour lequel l'IA apporte, et on l'a entendu ce matin, plus d'espoir quelque part et notamment en politique publique? Je vais revenir dans un instant à ce que disait Madame. Il y a des priorités dans le Sud global et les ministères et les gouvernements sont chargés de s'occuper de ces priorités. Vous savez, tous les 2 jours, on a un Boeing 747 rempli de femmes enceintes et de nourrissons. S'échoue par terre. Et ça ne fait pas les gros titres parce que ce n'est qu'un équivalent. C'est-à-dire qu'on perd tous les 2 jours un Boeing entier de maman et de bébé. Et c'est vrai que ça ne fait pas les gros titres, moins que l'IA, moins que d'autres sujets. Et donc, sans être trop cynique, je pense que, vous savez, il y a quand même des questions plus importantes. Il y a des gros problèmes auxquels on doit vraiment se consacrer. Et vous savez, on a mené une enquête au Bangladesh où on a calculé le fardeau d'un travailleur de santé dans le secteur primaire. Pour qu'un tel travailleur puisse faire face à tout ce qu'elle doit faire, une infirmière par exemple, elle devrait travailler 220 heures par jour. 220 heures par jour, ça ne va pas aller, surtout au pays des 35 heures, effectivement. Mais c'est par jour, 212 heures par jour. Donc, ces travailleurs de santé ont des tâches qui sont incommensurables. Si on peut se servir de la technologie, que ce soit avec de l'IA, qu'elle soit fixe, qu'elle soit dynamique, bien encadrée, bien développée, si ces technologies peuvent être un appui, peuvent libérer du temps pour ces travailleurs de la santé, pour qu'elles passent moins de temps à remplir des papiers, que ces papiers ne soient pas remplis par les patients ni par l'infirmière, mais peut-être par des systèmes qui auront été financés par des bailleurs, et bien du coup, il y aura peut-être plus de temps pour les infirmiers, les infirmières, et qui pourront travailler auprès de la population, notamment aussi pour ceux qui vaccinent les enfants contre les maladies transmissibles. Et au final, on voit quantité de choses. Pourquoi il y a autant de passion autour de l'IA? Parce que l'IA a
a un potentiel. Le potentiel de répondre, de résoudre à des problèmes très immédiats. Parce que vous savez, le temps qu'on ait formé toute une armée de travailleurs de santé, il faudra des années. Et on continuera de perdre des mamans et des bébés. Je viens de la santé, d'un domaine de la santé publique. Et moi, j'ai du mal à dormir la nuit parce que je les vois tomber, ces avions remplis de mamans et de bébés. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se dire, ah oui, il y a du risque, il y a le côté terrifiant d'un futur dystopique que l'on nous montre et ce chiffon qu'on agite vis-à-vis de l'IA? Je ne sais pas. On a la responsabilité d'agir sagement, de s'appuyer sur notre sagesse collective pour réguler, mais aussi pour avancer. Merci beaucoup Alain Labrique pour ces propos, et on voit comment dans cette table ronde on est parti de l'éthique. Il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, on serait resté sur l'éthique entre le patient et le consentement patient pour donner ces données. Et en fait, aujourd'hui, on voit comment l'IA a complètement ouvert ces débats d'éthique sur l'accessibilité, sur l'utilité, sur les risques de fractures aussi, pas seulement nord-sud, mais aussi sud-sud, ou nord-nord d'ailleurs, on peut dire, et sur les possibilités, les espoirs que l'IA amène. Je voudrais qu'on consacre peut-être quelques minutes justement à des questions pour nos invités. Il y a 2 micros qui vont circuler dans la salle. J'invite aussi tous les internautes à nous envoyer leurs questions. Les premières arrivent. La première, elle est pour Fadzila, et c'est James qui la pose et qui nous demande comment avoir une approche prospective pour la régulation des domaines qui se développent très vite, comme l'IA. Je crois que c'est l'approche de la Malaisie. Préparer déjà à avoir une régulation dans le futur. Pour l'instant, nous n'avons pas ce cadre réglementaire. La loi n'existe pas autour de l'IA. Donc on voit et on est attentif à ce qui se passe dans le reste du monde, et en parallèle, on avance. Donc en quelque sorte, on teste des choses, on recueille des données, on essaie de voir dans quel cadre on peut les partager. Donc en quelque sorte, je pense que pour l'instant, c'est bien que nous n'ayons pas la réglementation, parce qu'on apprend tous ensemble et à terme, on va avoir la meilleure approche possible. Et de notre côté, on dépend de l'OMS et de ces lignes directrices qu'ils viennent notamment de publier. On s'inspire aussi de nos pays voisins. Et par ailleurs, vous savez qu'en Asie du Sud-Est, nous sommes les pays de l'ASEAN. Et dans les pays de l'ASEAN, il y a déjà un partage d'informations et de politiques. Donc on ne part pas tout à fait de zéro. Et je pense que c'est la manière dont on va avancer, même si c'est un peu lentement. Merci pour cette réponse. Alors, il y a peut-être des mains qui vont se lever dans la salle. Et puis en attendant que le micro arrive, allez, on salue Abdoulaye qui nous regarde du Sénégal et qui nous envoie un petit bonjour du Sénégal. On salue également Benazir qui nous regarde du Tchad et qui remercie tout le monde pour les débats passionnants. Monsieur, allez, je demanderai simplement à chacun de vous présenter, comme ça on sait qui vous êtes quand vous prenez la parole, et puis de poser votre question. Allez-y, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je suis Simon Boni de la Côte d'Ivoire. Je trouve très intéressant cette table ronde, encore une fois. Et tout à l'heure, je crois que c'est Alain Labrique qui parlait de cet appui, ce renforcement de capacité que l'OMS octroie à l'endroit de participants. Il a même évoqué jusqu'à 16 000 personnes formées. Je voudrais avoir plus de détails sur les cibles donc, de cette formation, le public cible. Est-ce que les agences de réglementation de nos États sont concernées? Plus de détails sur la cible. Merci. Vous allez avoir une liste longue comme le bras de demandes de formation à l'issue de cette table ronde. Mais oui, je pourrais vous communiquer le lien où vous pouvez vous inscrire. Nous avons plusieurs cibles. En premier lieu, on essaie de former les décideurs politiques, ceux qui élaborent les politiques, les responsables gouvernementaux, ceux qui sont, vous savez, dans ces positions difficiles où ils doivent prendre des décisions, qui doivent se prononcer sur la planification numérique, sur l'architecture, sur la sélection des bonnes idées, sélectionner le bon grain de livret. Et vous savez que nombre de ministères de la Santé ont à leur porte grand nombre de commerciaux qui sont là pour leur vendre la meilleure solution à résoudre, qui va résoudre leurs problèmes. Donc il faut donner à ces décideurs une compréhension
compréhension fondamentale des vraies questions clés autour de l'efficacité, de la protection de la vie privée, de la sécurité. Donc, aucun problème pour partager avec vous le lien par le biais de la Fondation. Donc, le lien qui vous permet de vous inscrire, disponible en français, anglais, je crois, espagnol, peut-être aussi portugais. Donc, des formations sur l'IA et des formations aussi sur comment planifier les systèmes de santé nationaux. Peut-être que Mehdi peut compléter également aussi, parce que vous avez beaucoup d'actions de formation également, peut-être sur des publics un petit peu différents. Alors, jusque-là, on s'adressait vraiment aux public officers, les policy makers. Et on pense étendre notre formation surtout à la génération future, donc aux étudiants en dernière année d'école de médecine, les étudiants en dernière année d'école de pharmacie, pour les équiper avec une compréhension minimale de l'IA, au moins pour éviter qu'ils ne sortent sur le marché sans aucune compréhension, sans avoir déjà pré-rencontré ce que c'est que l'IA au moins. Question d'un internaute, Gilbert, qui nous dit quelle est la bonne échelle de régulation? Est-ce que, comme un petit peu ce que nous disait la présidente de la Commission européenne, est-ce qu'on peut imaginer l'équivalent du GIEC, un groupement mondial qui vienne un petit peu réguler l'IA, ou alors c'est vraiment encore du domaine du rêve et de l'impossible? Je vais vite répondre. Personne ne sait, je pense qu'on est vraiment, on tâtonne, on expérimente. On n'a pas de visibilité. L'IA est en train de changer. On ne sait pas quand est-ce qu'on va atterrir dans les GI ou l'IA. On ne sait pas ce que sera notre demain. Et donc, on tâtonne et c'est là où jamais on doit tous se parler l'un à l'autre, aux autres et avoir une vision commune. Alain Brigue, rapidement. Je pense qu'il y a aussi des groupes interagences qui se développent, donc entre plusieurs agences des Nations Unies, aussi des organes gouvernementaux, donc des agences et des groupes pour essayer de centraliser la discussion. Mais comme le dit Mehdi, on est très loin d'avoir un organe coordonné. Autre question dans la salle. J'ai les deux micros qui se baladaient. Merci Alain et merci aux autres intervenants. Moi, c'est justement, je voudrais savoir, nous avons été notifiés par l'OMS-PI qu'il y a une opportunité d'appui dans le domaine de la télésanté et puis des soins virtuels. Donc, sur cette notification, l'OMS-PI nous a dit qu'il y a 2 documents qui ont été faits par l'OMS et UIT qui ont développé le document, ça c'est le point. Le deuxième, c'est sur le soin virtuel. Donc, quel est le point de vue, quand vous travaillez au niveau du bureau à Genève, comment vous préconisez, vous nous appuyez pour qu'au Tchad, nous n'avons pas encore utilisé l'intelligence artificielle. Vu que l'OMS nous a notifié sur cette opportunité-là, comment on va essayer d'intégrer au niveau des pays de centre, donc en Afrique centrale, pour quand même propulser à pouvoir travailler dans beaucoup des outils qui vont être utilisés peut-être par rapport à cela. Je vous remercie. C'est une excellente question. On l'a dit tout à l'heure. La question fondamentale, c'est d'abord il faut savoir quel est le problème qu'on essaie de résoudre et quelles sont les priorités du ministre de la Santé et du pays. Pour commencer par ça, faire une liste des problèmes. Et ensuite, on va à la recherche de la bonne solution à ces problèmes. Certaines des solutions peuvent être technologiques, d'autres donc vont impliquer de l'IA et de la télémédecine, mais d'autres, c'est plus du renforcement des systèmes de santé, donc quelque chose qui ne relève pas de la technique. L'OMS a des lignes directrices qui sont dirigées justement par les ministres et les ministères de la Santé, avec 10 stratégies de santé numérique. Donc ce sont les 10 stratégies de l'OMS. Elles reposent sur des données probantes, des données scientifiques, mais on travaille encore dans le domaine de l'IA pour essayer de rédiger des recommandations, savoir que recommander en matière d'utilisation de l'IA, que ce soit en imagerie diagnostique, que ce soit aussi pour optimiser la supply chain, pour optimiser le recrutement des équipes. Donc laissez-nous encore un peu de temps. Quand ces recommandations sont édictées, il est important qu'elles le soient sur la base de données robustes, crédibles, scientifiques. C'est le rôle de l'OMS. Et donc, à ce sens, pour l'instant, nous n'avons pas édicté de telles recommandations. Je voudrais qu'on parte à Abidjan. Je sais qu'on on écoute avec beaucoup d'attention sur le campus de l'agence universitaire de la francophonie. J'aimerais bien donner la parole à nos amis d'Abidjan qui nous écoutent pour eux aussi qu'ils puissent poser leurs questions. Allez-y.
Alors, voilà, prenez le micro. Voilà, allez-y, on vous écoute. Nous sommes très ravis d'être édifiés par les panélistes de Réunion. Et moi, je crois que l'intelligence artificielle dans nos régions sud-sahéliennes s'impose vraiment à grands pas. Parce que d'abord, on a un problème de ressources humaines. Et si on arrive à appliquer cette intelligence artificielle, elle permettra donc de faciliter beaucoup de choses. Et tout à l'heure, le dernier intervenant qui a parlé de l'OMS comme étant l'organisme qui va bien centraliser tout, je suis très ravi parce qu'il faut éviter qu'il y ait beaucoup d'abus dans ce domaine. Et donc, je voulais plaider pour qu'il y ait aussi, au niveau des régions sud-sahéliennes, disons, une activation et aussi la mise en place d'organismes pour pouvoir réunir des données qui nous sont propres. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une spécialité comme la dermatologie, qui ça s'impose parce que la coloration de la peau est différente, mais aussi dans d'autres aspects. Donc si l'OMS qui joue son rôle, et je voudrais que l'OMS n'oublie pas également qu'il y ait une politique pour avoir des données fiables qui proviennent de ces régions, pour que ces données-là puissent être vraiment permettre ainsi de corriger un gap que nous voyons déjà. Et la plupart des données sont inspirées des données qui viennent de l'Occident. Et s'il y aura un équilibre, quelque chose de stable qui va bénéficier à toute la planète. C'est l'intervention que je voulais faire. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je vais la poser tout de suite à Alain Labrique, après tout, qui est ici un peu la voix de l'OMS cet après-midi. Finalement, est-ce que l'OMS, si je résume un peu la question, peut être un tiers de confiance auquel on confie ces données, qui pourra héberger les données, éventuellement répartir les données selon les besoins, ou est-ce qu'on est là hors de la mission de l'OMS ? Bonne question. À ce stade, je ne pense pas que l'OMS soit préparée pour être l'endroit où seront stockées toutes ces données. Vous savez, il y a un rôle à jouer par les agences de normalisation. On va certainement aider à élaborer ces bibliothèques, à savoir prendre soin et les différentes données, parce que, comme on le sait, que ce soit en matière de communication ou en matière de données, si vous faites entrer quelque chose de mauvaise qualité, à la sortie, vous avez de la mauvaise qualité. Ça vaut vraiment pour les données aussi, on en a parlé. Et c'est vrai que les modèles, si ils sont alimentés avec des données de mauvaise qualité, les modèles seront biaisés. Donc, pourquoi pas un rôle comme celui-ci, mais pour l'instant, ça n'a pas été proposé par nos États membres. Nous, vous savez, on ne fait qu'exécuter que les recommandations de nos États membres. Et donc, effectivement, c'est peut-être une piste de réflexion. Peut-être que les États membres et les collègues, par l'intermédiaire de leur gouvernement, pourraient dire, bon, ben, l'OMS serait en effet un tiers de confiance pour garder les données, être finalement l'intendant de ces données. Je sais qu'on manque de temps, mais je crois que Voltaire a dit « Le mieux est l'ennemi du bien ». Et c'est vrai que, vous savez, en anglais, voilà, ça se dit aussi un petit peu de la même manière, à savoir que, voilà, quand on cherche la perfection, souvent on passe à côté. Quand on regarde les statistiques de ce matin, vous savez, la performance de certains de ces modèles reposant sur l'IA est phénoménale. Et je pense que peut-être on met la barre très haut, on met la barre plus haut pour la technologie que pour les humains. Si les gens ont une performance finalement apparemment de 75%, et l'IA, quand elle est à 95%, on voudrait que ça soit encore mieux. Peut-être qu'il faut voir un petit peu quelles sont les règles que l'on applique à la technologie et pourquoi devrait-elle être supérieure. Vous voyez, c'est pas l'éthique à Nicomaque, c'est l'éthique à Lavore ce soir. Et on est passé de Rabelais à Voltaire depuis le début jusqu'à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à tous nos invités pour cette table ronde passionnante. Il y avait encore beaucoup de questions dans la salle, on aurait pu rester des heures, mais
Alain Labrique reviendra tout à l'heure de toute façon pour clore cette journée. Merci, je vous invite à regagner vos places, puisqu'on va pouvoir poursuivre tout de suite notre conférence de l'Observatoire de la e-santé avec la remise des prix aux lauréats 2023.